De mon côté, moi, il me reste deux petites questions qui sont vraiment d'un autre domaine, juste pour les annoncer. C'est une question, c'est sur des applications de l'IA qui puissent être utiles à la société. Je pense que c'est important d'y réfléchir, d'avoir des exemples. Et je sais que, Michel, de ton côté, tu fais des choses. Et donc, ce serait vraiment intéressant d'en parler. Et sur la question de la soutenabilité en termes de technologie. Une signature des gens qui font de l'IA, c'est typiquement de croire que tout est possible. Ou c'était le cas, hein. C'était le cas. Euh, je pense que le reste de l'informatique est beaucoup plus conscient des limites imposées par l'infrastructure. Ceux qui iraient dans le sens de la question que je ne veux pas chercher à éviter de midi sur la soutenabilité. Telle qu'elle est, elle n'est pas soutenable. Est-il pensable d'avoir un point d'arrêt? Je ne crois pas. Si tu veux, tant que les acteurs ont le choix de leurs décisions, alors j'ai l'impression que c'est comme sur l'île de Pâques. On va faire des IA de plus en plus grosses, jusqu'au moment où toutes les ressources auront mangé une partie des ressources utiles à la survie. Et je ne vois pas qu'on puisse éviter cette bataille qui est à la fois pour les égaux, à la fois pour le commerce, à la fois pour la science. Tu vois, si tu sais que tu peux, la règle est à peu près, tu dois. Donc, je ne vois pas, je ne vois pas quelle force présentement pourrait imposer un plafond à la somme d'énergie qui est développée, qui est employée pour développer une IA. Je pense que c'est pas forcément faisable dans un contexte où les lois du capitalisme autorégulé s'appliquent. Mais bon, tu vois, ça c'est une IA, mais les mêmes problèmes s'appliquent, enfin, sauf que c'est beaucoup à notre tasse de thé pour les tanks, pour tout ce que tu veux. Plus gros, plus beau, mieux. Et on a toujours l'impression de faire un prototype, ce qui permet de croire qu'après celui-là, on va s'arrêter, sauf que personne ne s'arrête. Mais au fond, là, tu l'as souligné, beaucoup de gens ou un certain nombre de gens croient que tout ce qui est possible de faire, on doit le faire. Et quelque part, là, on est vraiment dans un questionnement éthique personnel. Et donc la question de la formation à l'éthique des ingénieurs, des scientifiques, de pas forcément croire que c'est ce qu'il faut penser. Et que justement, il y a des fois où on pourrait, et au fond, il ne serait pas souhaitable pour la société, si on prenait le temps de réfléchir, d'aller dans cette direction. Après, ça ne veut pas dire juste fermer et puis on s'arrête et on passe à autre chose, mais éventuellement de trouver une autre voie ou de dire, tiens, l'IA, si on l'a poussée vers une question d'utilité sociétale, vers une direction plus soutenable, eh ben, on continue d'aller vers toujours du possible et toujours de pousser le plafond. Donc c'est fascinant, ça peut être stimulant, euh, mais en évitant des directions où on se rend bien compte, où les calculs probabilistes nous montrent qu'il y a de fortes chances que ça ne soit pas soutenable. Alors, cette formation à l'éthique, est-ce que bon, c'est le Graal, c'est ça ce qu'il faut faire? Ou finalement, c'est quelque chose, c'est pensé uniquement à l'échelle individuelle, et déjà en plus, ça prendrait des décennies pour intégrer ça pour les prochaines générations. Est-ce que c'est illusoire de penser qu'on peut progresser là-dessus ou que c'est ça la solution? Et bon, comme d'habitude, tu poses des questions auxquelles je n'ai pas la réponse, mais tu vois, est-ce que la formation à l'éthique va résoudre le problème? Je ne pense pas, pour une raison qui est que le fait que de mauvaises choses ne soient pas produites ne dépend pas du fait qu'une majorité de gens soient éthiques,
mais que personne ne soit non éthique, si j'ose dire. Et ça, je pense que c'est irréaliste. Je pense que l'histoire nous montre que des contextes de civilisations hautement évoluées ont pu produire des choses qui soit étaient détestables pour les autres ou détestables pour eux-mêmes, pour elles-mêmes. Donc, l'éthique, c'est beaucoup mieux que rien. Est-ce que ça va être c'est nécessaire? Est-ce que ça va être suffisant? Je ne crois pas. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des centres, comme ceux où on joue avec les virus de la peste et du choléra pour élaborer des modèles d'IA, hautement sulfureux? Ça pourrait être très, très intéressant. Est-ce qu'on pourrait, heu, est-ce qu'on pourrait se servir de l'IA pour produire une société plus soutenable? Là encore, le problème est dans les effets. Tu vois, par exemple, il y a les études. Une des études sur lesquelles on est en train de travailler, est-ce qu'il y a un impact causal entre les problèmes de santé et la distance aux champs et aux pesticides? Donc voilà une réponse factuelle. Et d'ailleurs, avoir les données, c'est un parcours du combattant. Un autre type est beaucoup plus proche des interventions. Si on est en train d'essayer d'agir, par exemple, pour les établissements publics pour l'emploi, Pôle emploi, par exemple, Pôle emploi. Bon. La subtilité des questions éthiques qui se posent est abasourdissante. Tu vois, il y a typiquement les données, et dans les données, il y a des biais. Ok, tu vas voir que, par exemple, sans phare, tu vas voir que les rouges sont plus payés que les bleus, par exemple. Ou que les rouges vont travailler plus loin que les bleus, ou etc., etc. Et maintenant là-dessus, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vois, la plateforme ne peut parfaitement amplifier des biais qui existent. Quelqu'un racontait que, du point de vue des chauffeurs Uber, où pourtant tu peux te dire là franchement, les préjugés sur les chauffeurs devraient être assez peu présents, ou pourraient être assez peu présents. Mais tu as le fait qu'il y a une rémunération plus élevée pour les chauffeurs hommes, du fait qu'ils vont aller dans des quartiers chauds la nuit et que ces courses-là payent bien. Donc voici une possibilité qui est ouverte par la plateforme, qui s'insère dans un monde qui est ce qu'il est et qui a un effet directement mesurable. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos systèmes de recommandation sur Pôle emploi? Je vais prendre un projet sur lequel je n'ai pas travaillé, sur lequel j'ai envie de travailler depuis un certain temps, mais qui est peut-être trop conflictuel. Suppose par exemple qu'on propose à l'IA d'élaborer une politique de l'impôt. Ok. Donc, qu'est-ce que tu lui donnes en entrée? Tu lui donnes les secteurs que tu veux développer. Tu lui donnes les données. Tu vois, tu te souviens, Piketty, Landais et Saez avaient fait un livre dans lequel il y avait un simulateur merveilleux du style de tester vos idées idiotes sur ce qu'on devrait faire avec l'impôt. Pas exactement ça, mais bon. Et donc, tu voyais que les 3 ou 4 premières idées qui te venaient à l'esprit avaient un effet peanuts, un effet totalement misérable. Bon. Ce qui manquait dans le système de Piketty,
et ce qui serait absolument super, mais peut-être aussi terrifiant, c'est de savoir comment les gens auraient réagi à ces initiatives. Donc tu vois, tu as un système, tu as, si ma mémoire est bonne, il avait découpé la population française en 80 000 types. Donc c'est un boulot de bénédictin. Et donc on voyait très très finement quel serait l'impact à court terme des décisions qu'on peut prendre en bougeant les curseurs par-ci par-là. Mais évidemment, la société ne serait pas restée immobile. Ok. Donc, tu dois bel et bien tu devrais bel et bien concevoir le système de l'impôt comme un jeu de compétition. Et tu vois, et c'est là où on a besoin, absolument besoin, de dire si je fais ça, les gens vont faire ci, de façon à ce que le résultat de tes bonnes idées ne soit pas pire que l'état initial. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Mon impression, c'est que pour arriver à commencer à toucher du bout du doigt le problème, tu serais forcé de déconstruire tant de relations de pouvoir que je ne suis pas sûre d'en voir un jour le bout. Tu vois, par exemple, je vais prendre un autre exemple qui, à mon avis, intéresse assez peu de gens, qui est la manière dont la section informatique du CNRS a été séparée entre 6 et 7. Bien, 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 bien. Donc, pardon pour ceux qui ne s'intéressent pas à ce problème, à la vérité assez confidentielle. Mais donc, on a un machin qui s'appelle l'informatique, qui devient une section très grosse, et pour quantité de raisons qui sont bien fondées, il s'agit de splitter. Le split, le fait de découper les deux sections, est un enjeu de pouvoir énorme. Tu avais des méthodes techniques. Si tu regardais l'amplitude de l'ancienne section informatique, tu pouvais appliquer nos propres outils, typiquement de décomposition de graphes, pour arriver à voir où tu passes où tu fais la coupure qui fait le moins. Et si naïf que ça puisse paraître, je l'ai proposé. On m'a dit, ah, c'est intéressant. Mais tu vois, jamais. Même en rêve. Donc, je pense qu'il faut concevoir directement des outils d'IA dans un contexte de pouvoir. Le fait de ne pas les placer là nous condamne, à mon avis, à des discussions assez théoriques. Mais du coup, ce que je retiens beaucoup de ce que tu dis, alors c'est à la fois que tu as touché à des enjeux presque de psycho-histoire, comme Asimov dans Fondation, c'est-à-dire prendre en compte comme un système dynamique et prendre en compte la réaction des gens à tel changement. Alors, je suis désolé, le bruit des travaux vient de démarrer, je ne sais pas si vous les entendez ou ça va. Et donc là, quelque part, moi, j'y vois quelque chose qui m'a toujours stimulé quand j'étais en école d'ingénieur et que j'avais mes premiers cours sur l'IA. Et d'un autre côté, sur la modélisation statistique, je rêvais de contribuer à mettre au point des algos d'IA qui puissent nous aider à faire sens du monde dans lequel on le vit, mieux comprendre la société pour essayer de l'arranger pour qu'on vive mieux ensemble quelque part. Et j'ai l'impression que là, il y aurait, dans cette idée de discussion, dans cette discussion qu'on a eue avant, de mettre encore plus le projecteur sur ces voies possibles qui peuvent être stimulantes intellectuellement en développement, en conception de systèmes d'IA, et en même temps en application sociétale qu'on espère positive, qu'on espère utile. Et en même temps, ce que je retiens de ce que tu viens de dire à la fin, c'est aussi que juste faire ce travail-là dans son coin, de façon presque monodisciplinaire, mais sans compréhension des enjeux de pouvoir, des problématiques sociologiques, et donc de plein de choses qui ont été compris et mis en lumière dans d'autres disciplines, on pourrait presque se retrouver dans une impasse. Donc il y a absolument besoin de cet échange. Mmh. Et en tout cas, je trouve que mettre l'accent sur les applications possibles, utiles pour la société de l'IA, c'est quelque chose qui me semble important, et on entend beaucoup en ce moment qu'un certain nombre de jeunes ingénieurs sont en quête de sens, et peut-être ça pourrait être stimulant de leur côté.
Oui. Après, est-ce que c'est une façon de, sans arrêt, mettre le projecteur sur ce qui peut être positif et qui finalement masque un petit peu la forêt et puis tout plein d'autres effets de bord qui peuvent être négatifs? Est-ce que c'est un risque? Bah, si tu veux, d'un autre côté, la forêt, on y est. Les foultitudes d'effets négatifs, on les voit. Alors, je ne sais pas ce qu'en pense Michel, mais j'enchaîne sur une autre question qui me venait en écoutant Michel de manière qui me paraissait vraiment tout à fait pertinente. Il y a une tendance, ou y a-t-il encore une tendance en IA, moi il me semble que oui, mais peut-être je me trompe, à essayer d'aller vers des IA de plus en plus autonomes et d'avoir vraiment des intelligences artificielles qui seront meilleures que nous parce qu'ils voient plus de données, ils traitent plus rapidement, ils ne sont pas fatigués, etc., etc., tout ce qu'on dit à ce propos. Et donc, le but, c'est de faire des IA de plus en plus autonomes. Et moi, mon sentiment, c'est qu'il ne faut surtout pas faire ça, justement parce que l'IA intervient dans un monde humain avec des normes humaines, des effets pervers, de complexes, de rétroaction sociale, etc. Et que donc, il ne faut surtout pas aller vers des IA de plus en plus autonomes. Donc, qu'est-ce que tu en penses, Michel? Une IA autonome en contact avec des humains, c'est le point dont on parlait au début. Et le fait d'avoir des entretiens avec disons, des méta-humains ou bien des instructeurs qui permettent de décharger la pression et de redevenir centré me paraît souhaitable. Pour des IA qui ne sont pas en contrôle, qui ne sont pas en interaction avec des humains, est-ce que l'autonomie est bien? Ici, là, ce qui revient à ma mémoire, c'est les propos de Stuart Russell, qui disait quelque chose du style de si vous donnez à une IA la fonction à optimiser, elle est parfaitement autonome, mais c'est le début de la fin des haricots, parce que si l'IA sait quelle est la fonction à optimiser, eh bien, elle va pouvoir l'optimiser mieux que vous. Et malheureusement, les chances sont pour que ce ne soit pas la bonne fonction à optimiser. Donc là, on obtient une dystopie grandeur nature. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Nous avons trop peu compris, nous sommes trop conscients des risques de dérapage pour que l'autonomie, on s'y attaque. Tu vois, ça peut être un objectif, mais dans la pratique, il me semble que c'est vraiment trop dangereux ou inapproprié. Ouais, c'est très intéressant. Ou en tout cas, une autonomie en laboratoire bien contenue, peut-être pour faire réfléchir sur jusqu'où va la fonction de coût qu'on a définie au préalable, et faire réfléchir sur les fonctions de coût. Donc, dans la mesure où elle nous aiderait à réfléchir sur nous-mêmes, sur la façon dont on définit les critères. Parce qu'il y a un point, donc tu m'avais Ah, dit, essaye de voir pour les actes européens. oui. Donc, j'ai fait mon travail hier soir, Merci beaucoup. comme les étudiants, et pas très à fond, mais je suis tombée sur une perle que j'ai bien envie de la partager avec vous. Le début du Data Act de 2022 dit, dit les données ne sont pas des biens rivaux. Les données ne sont pas des biens rivaux. De la même manière que la lumière des rues ou une belle vue. Beaucoup de gens peuvent accéder à ces données, les données, en même temps, et ils peuvent être consumés, enfin, encore et encore, sans impact sur leur qualité ou sans courir le risque que la source se tarisse. Et tu vois, ce que je trouvais très très beau, c'était, mais assez suggestif,
c'est le fait que les exemples qui sont donnés des biens non rivaux, comme les données, c'est si tu prends la lumière des rues, ça vient de l'État, et si tu prends Scenic View, ça vient de la nature. Et donc, d'une certaine manière, le fait qu'il y ait des biens non rivaux, les meilleurs exemples qui en sont donnés, c'est ce qui est organisé par l'État ou ce qui est organisé par la nature, dont le coût est assez peu perçu. Et donc maintenant, tu vois, la question, c'est qu'est-ce qui se passerait si l'État soi-même faisait de l'IA? Franchement, je n'en sais rien, mais j'aimerais beaucoup participer à ça. Le fait que, l'IA avec les enjeux de pouvoir des services de l'État pourrait intervenir là, mais j'ai l'impression qu'il y a eu quelques initiatives qui n'ont pas forcément été concluantes. Mais voilà, je voulais juste, tu vois, cette phrase est tellement, tu te dis que les gens qui ont écrit ça sont peut-être un peu à l'ouest. Oui, oui. Je ne sais pas si tu voulais réagir, Daniel. C'est vrai que moi, je n'avais pas spécialement décelé cette phrase. Moi, elle me fait penser, mais c'est un peu dans le sens de l'interprétation que tu donnes. C'est comme bien non rivaux, bien commun, quelque part. Il y a toujours pour moi la connaissance, comme quelque chose voilà, qu'on peut partager et on ne dépossède pas les personnes qui font un don de connaissances. Et donc, quelque part, cette idée d'un bien commun universel qu'organise la collectivité, donc le public, l'État y contribue, et au fond de savoir garder la mesure de cette importance et du fait que ça soit un bien commun. Et effectivement, alors on peut toujours penser au débat privatiser les profits et collectiviser les pertes. Donc si finalement on ne mesure pas ce coût, et c'est ça ce qu'on garde dans le collectif sous la chapelle de l'État, et puis que tous les autres profits par ailleurs sont privatisés, dans quelle mesure c'est aussi soutenable d'un point de vue économique? Ça me paraît aussi vraiment un enjeu important. Mais voilà, j'ai pas réfléchi au-delà sur cette phrase, donc je suis pas capable d'en dire Il plus. va y avoir justement dans quelques semaines un colloque à l'UNESCO consacré à ces questions-là et la question de préserver l'information comme common good, justement, avec quelle régulation imposer, etc. TESACO participe un petit peu à l'organisation un peu in extremis, je pourrais dire, de ce colloque. En tout cas, effectivement, ce sont des questions absolument centrales et Michel a tout à fait mis le doigt dessus. Moi, je pensais à une chose. Quand je veux une trottinette parce que mon vélo a crevé, donc je prends une trottinette, il y a un système qui me permet de dire à 10 mètres près où est la trottinette la plus proche et à quel niveau est sa batterie. Et je me disais quand même, c'est un luxe invraisemblable. Enfin, il y a des choses plus urgentes. Merde, on a un système GPS extraordinaire qui me permet de repérer, moi, petit bourgeois qui cherche à retrouver ma copine au restaurant, et voilà, une trottinette qui est à 15 mètres ici, batterie à 50%. Et alors, je me suis fait la réflexion, c'est que le GPS, il n'est pas là pour ça, il est pour là des choses beaucoup plus importantes. Mais une fois que le GPS est là, évidemment, il peut aussi servir à cette chose absolument triviale de repérer la trottinette la plus proche. Mais c'est moins simple que ça, et je ne sais pas très bien parce que ce n'est pas du tout ma spécialité, je ne sais pas comment réfléchir à cette question-là. Le fait que ça serve aussi, n'est-ce pas, le GPS à toutes sortes de choses dont il pourrait vraiment se passer, et compte tenu du fait que le GPS, ça coûte très pas cher quand même, est-ce qu'il n'y a pas quand même un effet, un effet pervers là, du fait que théoriquement le GPS est là pour des choses absolument essentielles, mais qu'on s'en sert pour des choses totalement inessentielles, que cet usage inessentiel finalement finisse par l'emporter sur les usages essentiels et orienter en quelque sorte la dépense publique ou la dépense des ressources d'une humanité pour des choses essentiellement triviales. Je suis d'accord avec toi, mais je ne vois pas comment conduire l'argumentation. Par exemple, quand tu regardes
je change de domaine. Quand tu regardes les arguments qui sont évoqués pour la 5G, c'est très très bien pour la chirurgie. Oui, oui, tout à fait. J'ai participé à un groupe de travail sur la 5G, donc tu as tout à fait raison. C'est un excellent exemple. Oui, oui. Donc, tu as quelque chose qui est de l'ordre du storytelling, qui fait que tout usage est justifié s'il en existe une version bien, enfin un objectif louable. Et inversement, le même storytelling peut servir à décourager toute initiative s'il en existe des conséquences terribles, enfin non souhaitables, indésirables. Mais donc, mon impression, c'est que le storytelling est au cœur des systèmes qui nous donnent à voir la réalité, qu'on réagit de manière assez éventuellement réflexe, que le nombre d'usages possibles rentables fondés sur la technologie est sans frein. Mais maintenant, j'ai une bonne nouvelle, c'est que dans ce monde, je pense que l'Académie des technologies a émis un rapport dans lequel il disait à peu près toute innovation ne doit pas nécessairement être financée. Et oui, mais là, tu vois, tu touches aux fondamentaux, là. Ah oui, tout à fait. Absolument. Bien sûr. L'Académie des technologies est justement a pour mission de dégager une sagesse justement collective sur les technologies. Et donc là, elle fait son boulot, elle est dans son rôle. Maintenant, phrase a demandé des négociations à la virgule. Non, non, non mais tu vois, c'était aussi c'est un pas. Oui. Et en plus, Oui, je oui, en trouve que effet. dans ce que tu dis, Michel, il y a quelque chose de très, très important et très beau, et finalement auquel on est en train de contribuer aujourd'hui, qui est dans notre position d'essayer de donner à voir des applications possibles, des conséquences possibles, certaines peut-être indésirables, on doit y réfléchir, certaines positives, et en même temps en essayant d'enlever tout le maximum de storytelling et simplement de donner à réfléchir. Et c'est peut-être une des meilleures choses qu'on puisse continuer à faire. Donc en tout cas, vraiment, merci beaucoup Michel. Encore une fois, c'est vraiment super. Merci Je suis infiniment. ravi de cet échange. Merci à vous. Et puis on te souhaite plein de bonnes choses et on te dit à bientôt. À bientôt, j'espère.